tels actes ont été commis, c'est contre notre volonté et contre nos ordres. Nous ordonnerons une enquête, nous punirons les coupables et réparerons s'il se doit. Cette réponse est dilatoire, sire. Et je ne pense pas qu'elle suffise à rétablir l'amitié entre la France et la Bourgogne. Il en sera ce qu'il plaira à Dieu. Ne préjugeons pas de ses décisions, monsieur l'ambassadeur. Cette fois, on ne se bat plus. Morbleu, je vous parie que si. 2 écus, capitaine. Bon. Tenu. La seconde demande, sire, c'est que votre Majesté cesse d'entretenir des intelligences clandestines avec les villes de Gand, de Liège et de Malines. Si des troubles éclataient dans ces villes, sire, il serait imputable à votre Majesté. Je n'entretiens aucune espèce d'agent secret, ni en Flandre, ni ailleurs. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, que ces gens-là coûtent fort cher et que je suis très économe des deniers de l'État. Nous avons pourtant pris plusieurs espions. Sous la question, ils ont avoué vous servir. Mon cousin devrait se méfier des aveux faits sous la question. Pour en finir, le supplicié dit n'importe quoi. Mais continuez, monsieur l'ambassadeur. Le duc de Bourgogne requiert du roi de France de renvoyer sans délai dans ses domaines les personnes d'Isabelle de Croix et sa parente tutrice, la comtesse Ameline, toutes deux en état de rébellion contre leur suzerain, le duc de Bourgogne. Mais sire, vous avez bien fait de commencer votre ambassade de si bon matin. Si votre dessein est de me demander compte de chaque vassal de votre maître, le soleil se couchera avant que la liste en soit épuisée. Mon ambassade se contentera du retour immédiat des fugitives. Car dans toute cette affaire, nous ne doutons pas que votre Majesté ait été abusée. Avec les femmes, tout est possible, monsieur l'ambassadeur. Mais qui donc peut affirmer que ces dames sont en mon royaume? Un témoin, sire, qui a vu et reconnu ces personnes à l'auberge des Fleurs de Lys. Appelez ce témoin, monsieur l'ambassadeur, et pour prouver à chacun notre bonne foi et notre bonne volonté, il prêtera serment sur les évangiles et nous l'écouterons sur l'heure. Sire, c'est malheureusement impossible. Impossible? Pourquoi cela? Mon témoin, sire, n'est pas chrétien. Avouez que la chose est fâcheuse, monsieur l'ambassadeur. Par estime pour mon cousin Charles, je ne puis retenir ce témoignage. Je vous l'accorde, sire. Mais par mesure de prudence, j'ai fait cerner l'auberge par les hommes de mon escorte. Je vous demande l'autorisation de la faire fouiller de la cave au grenier. Nous vous l'accordons bien volontiers, monsieur l'ambassadeur. Et si vous le désirez, monsieur le grand prévôt vous prêtera main forte. En attendant, vous êtes mon hôte et je vous convie à ma chasse. Je serai toujours reconnaissant à votre Majesté de la royale courtoisie dont elle a bien voulu m'honorer. Si, je crains qu'un pénible incident n'empêche monsieur le prévôt d'accomplir ses missions. Un incendie s'est déclaré à l'auberge des Trois Lys. Et le zèle des gardes de monsieur l'ambassadeur a empêché qu'on amène des secours. Bref, les bâtiments sont maintenant la proie des flammes. Isabelle? Oui, et les comtesses? Si vos informations étaient bien exactes, monsieur de Créqueur, je pense que ces dames se sont rendues à vos hommes, sinon... Les malheureuses. Que s'est-il passé? Vous pouvez mesurer, mesdames, combien Sa Majesté avait raison de se méfier de vos ennemis. Le château lui-même ne peut être qu'un refuge provisoire. J'apprécie votre sollicitude, monsieur. Nous n'accepterons désormais de prendre une décision qu'après nous être entretenus avec le roi de France. Je transmettrai, madame. Cependant, je vous supplierai de ne pas commettre d'imprudence. Prêchons, les enfants. Quand la charpente s'écroulera, les bourguignons fouilleront des décombres.
En aucun cas, ils ne doivent découvrir l'entrée de ce souterrain. Allez, pressons, pressons, pressons. Isabelle! 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 Sergent, vous entendez? Il y a encore quelqu'un là-haut. Ah, que Dieu, je connais cette voix. Oh, le petit imbécile, il me fait rater. Isabelle! Quentin! Mon petit Quentin! 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 Mon petit Quentin! Je cherche Isabelle! Alors, Quentin! Debout! On va griller là-dedans, Quentin! Debout, mon petit Quentin! Quentin. Mon petit Quentin. Quentin. C'est vous, mon oncle? Certainement, ce n'est pas moi. Pas plus que ce n'est toi qui t'es jeté dans les flammes et que nous sommes sortis par ce souterrain qui d'ailleurs n'existe pas. Tu m'entends? N'existe pas. Isabelle! Mais comment, Dieu blanc, j'ai pu sauver une personne qui jamais n'est venue en France? Tu m'entends? Jamais. Je vous supplie, mon oncle. Écoute bien ceci, mon petit, une fois pour toutes. Le service nous oblige parfois de voir et d'entendre des choses que nous devons oublier dès que notre mission est exécutée. C'est ça, notre honneur de soldat. Je comprends. C'est pourquoi tu vas aller changer de costume et retourner à une chasse que nous n'avons jamais quittée. Tu entends? Jamais. Jamais. Nous nous sommes seulement égarés en rabattant le gibier. Voilà. Voilà, mon petit. C'est ça. C'est ça. Allez, viens. Enlevez l'échelle. Ah, monsieur le cardinal. Quel heureux homme, mon cousin de Bourgogne. Quel heureux homme, vraiment. En quoi donc, sire? Dans la façon dont il est servi. Quel zèle chez Crève-Cœur. Quel fou, quelle audace. En plus, c'est un excellent cavalier. Vous ne trouvez pas, monsieur le cardinal? Certes, oui, sire. Pourtant, Pourtant? son ambassade prétendait beaucoup et se contente de fort peu. Ah, ça prouve qu'en plus de ses nombreuses qualités, c'est un homme raisonnable. Ah, je donnerais beaucoup pour être entouré de gens comme lui. Sa Majesté ne manque pas de serviteurs dévoués, Ils le prétendent. de conseillers réfléchis, de négociateurs habiles. Quelques-uns, peut-être, oui. Et dans la partie qui vient de se jouer, vos intérêts, sire, ont été mieux servis que ceux du duc de Bourgogne. Oh là, monsieur le cardinal, sommes-nous ici pour prendre de l'exercice ou pour chanter vos louanges? Pour la chasse, sire. Assurément pour la chasse. Alors prouvez-nous, monsieur le cardinal, que sur ce terrain-là aussi, vous surpassez monsieur de Crève-Cœur.
bien, monseigneur. Voulez-vous assister à la fouille des décombres de l'auberge? Non, non, occupe-toi de ça, Cloison d'Or. En humiliant le cardinal, le roi vient de commettre sa première erreur, je dois en profiter. Hey! Votre éminence est-elle blessée? Non, grâce à Dieu, je n'ai rien. J'ai connu pareille aventure, mais j'en suis sorti avec plus de dommages. La dernière fois, c'était bras et côtes cassés. Vous, crève-cœur? Hélas, oui. Que voulez-vous? C'est le cheval qui fait souvent le cavalier. Oui, ce cheval a été mal dressé. Je le ferai abattre. Il n'aura que ce qu'il mérite. En attendant, celui-ci est très docile. Voulez-vous le monter, éminence? Non, non, quelques pas me feront du bien. Je préfère marcher. Si vous le permettez, éminence, nous ferons la promenade ensemble. Très volontiers, monsieur l'ambassadeur. Nous parlerons politique. La politique. Nous nous sommes égarés, il faut rejoindre nos amis. Le galop du cardinal nous a coupés en trois, j'ai perdu à la fois la chasse et le roi. Prenez par la corne du bois, il faut rejoindre Sa Majesté. Monsieur le comte, ma tâche à la cour de France est souvent difficile. Mais dites bien au duc Charles que je ne suis l'ennemi de personne. Et surtout pas de la Bourgogne. Ce sont là de bonnes et douces paroles, éminence, mais hélas, des paroles seulement. Non pas, Excellence. Et bientôt, je vous le prouverai par des actes. Dans ce cas, vous gagnerez l'amitié du duc Charles et toute sa reconnaissance. Et le duc Charles est le plus généreux des hommes. Hop. Eh bien, mauvaise tête, je te tire de la potence et toi tu me sauves des coups de boutoir de cet animal. Eh bien, nous sommes quittes à présent. Sire, je resterai toujours votre obligé, ainsi que votre humble et très obéissant serviteur. Allons donc, tu es un ingrat comme les autres. Vois le cas que tu fais de mes présents. J'étais dans l'embarras, sire. Et puis, ce n'était que le cadeau de Maître Pierre, un marchand que je connaissais à peine et qui ne mettait rien. Soit, mais aujourd'hui, c'est un présent du roi. Garde-le soigneusement
car mes présents sont rares. Cette chaîne ne quittera plus mon cou, sire, jusqu'à ma mort. Je te rends ce bijou, mais j'y mets une condition. Ne te vante à personne d'avoir tué le sanglier. Je l'aurais tué sans doute, sire, si mon pied n'avait glissé. Oui. Mais je serais mort à présent si votre majesté n'était intervenue. C'est grâce au courage et à l'habileté du roi de France si je suis encore en vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut écrire l'histoire. À l'occasion, raconte cette anecdote à Monsieur de Comines. Il sera le premier à l'entendre, sire. Tu me plais bien, Quentin. Je suis heureux de t'avoir sauvé la vie. Chut. Ah, vous voilà, sire. Toute la chasse vous cherchait. C'est une erreur, le jeu de suivre le sanglier, non le roi. Ma foi, sire, tout le monde connaît vos qualités de chasseur et chacun sait que là où va le gibier, on trouve le roi. Voilà un compliment bien tourné pour un homme de guerre. Rentrons vite au château, messieurs, nous fêterons une naissance. Laquelle, sire? Celle de l'esprit de Dunois. Eh bien, Toison d'Or, cette auberge, elle était vide, monseigneur. Nous n'avons trouvé ni les corps, ni les comtesses, ou même la trace de leur séjour. Il semble bien que le bohémien nous ait menti. Alors, il paiera le prix convenu. Retourne aussitôt en Bourgogne et donne l'ordre au bourreau d'exécuter mes instructions. Elles sont terribles, monseigneur. Il y a près de 20 personnes dans la tribu du bohémien. Je sais. Mais une menace à force de promesses. Et quand un crève-cœur donne sa parole, il ne la reprend pas. Allez. Vite. Allez, mon vieux lapin, ça va aller très bien, là. On va arranger ça. Je regrette fort, mon neveu, que vous ayez manqué l'occasion de vous distinguer à la chasse. Quand le roi vous fait l'honneur de vous inviter pour la première fois, c'est lui qu'on suit à la trace, et pas le sanglier. Je n'ai voulu désobliger personne en étant le seul à ne pas perdre le roi. Tiens donc, voilà un sentiment qui vient tout droit d'Écosse, et non de la cour de France. Ici, mon neveu, c'est la course aux honneurs, et tout est bon pour se faire remarquer. Tenez, jeune homme. Voilà votre affectation pour ce soir. Vous montez la garde devant les appartements du roi. Les appartements du roi? Lui? Lui-même, Monsieur Leslie. Sentinelle dans les appartements du roi? Habituellement, ce poste n'est confié qu'à ceux qui, comme moi, ont plus de 20 ans de service. Les compliments, mon neveu, vous allez vite. Mais à propos, savez-vous seulement tenir une arquebuse? Mon oncle, je comptais justement sur vos leçons. Car jamais le roi ne m'aurait donné ce témoignage de confiance s'il n'avait su que j'étais votre neveu. Alors, bonheur. Tout ce que je sais, je te l'apprendrai. Nous avons 2 heures devant nous. Allez, viens, mon garçon. Les femmes. Que l'on ne se mariait pas d'héritage, pas de complications. Mais pas de politique, sire. D'ailleurs, le mariage arrange parfois vos affaires. Si le duc d'Orléans épouse votre fille Comment Jeanne... si? Il l'épousera, vous dis-je. Il l'épousera ou il se fera moine? Les sentiments du jeune homme, hélas, sont très éloignés de Dieu. Ses sentiments ne sont pas plus vifs à l'égard de son Altesse royale, la princesse Jeanne. Mais qui parle de sentiments? Il s'agit de politique, messieurs. Ma fille Jeanne est fluette, chétive, incapable de donner la moindre descendance. C'est un grand chagrin pour un père, sire. Mais c'est une chance pour le roi de France, monsieur le cardinal. Car dans ce mariage, la famille d'Orléans s'éteindra, se tarira comme une mauvaise source. Donc des lois pour la couronne. Tel est donc votre plan, sire? Notre plan, éminence, car c'est vous qui les marierez. Que la volonté de Dieu soit faite. Et la mienne également, s'il vous plaît. Vous êtes le serviteur de Dieu, mais vous êtes aussi le ministre du roi. Monsieur le cardinal. Je ne l'oublie jamais, sire. Ah, à la bonne heure. Bon, passons maintenant aux autres affaires. Olivier? Le comte de Crèvecoeur s'est remis en route pour la Bourgogne. Furieux? Impénétrable. Le comte est un homme obstiné.
Il poursuivra son enquête et finira par savoir la vérité. Cette affaire tourne mal, sire. Si le téméraire parvenait à faire épouser Campo Basso à la jeune comtesse de Croix, l'affaire serait encore plus mauvaise. Est-ce tellement certain? Regardez cette carte, monsieur le cardinal. Les domaines de la comtesse sont situés juste entre les frontières de Bourgogne et de Flandre. Comme un coin enfoncé dans les possessions de Charles. Une base d'attaque pour prendre l'ennemi à revers en cas de conflit. Si la comtesse épouse un homme à nous, tout nous est permis. Jamais, jamais le duc de Bourgogne n'osera défier la France avec une telle menace dans son dos. Jamais. En revanche, s'il se sent assuré de ses arrières, il n'hésitera pas à tenter l'épreuve de force. Et en cas d'une défaite de nos armes, c'en serait fait pour toujours de la couronne de France. Eh bien, Éminence, que faut-il faire? Renvoyer les comtesses de Croix au duc de Bourgogne, sire. La paix est à ce prix-là. Livrer les réfugiés? Ça serait faire bon marché de l'honneur de la couronne. Le roi n'accepterait jamais. N'exagérons rien, compère. Si ce sacrifice devait être profitable, je le ferais sans hésiter. L'intérêt supérieur de la couronne, voilà tout ce qui compte. L'intérêt de la couronne, c'est la paix, sire. Oui, si nous sommes les moins forts. Non, si nous devons l'emporter. Il y a un pari à faire, Éminence. Un pari sur notre bonne fortune. Oh, sire, mais comment renoncer à l'idée d'établir un ennemi du duc de Bourgogne au centre même de ses domaines? Et si facilement, par une simple messe. La comtesse est capricieuse, messire. Elle a fui l'époux que lui destinait le duc. Elle pourrait aussi refuser celui que vous lui offririez. Nous sommes prévenus de son caractère, Éminence. Ce ne serait pas question de lui demander son avis. La difficulté serait plutôt de trouver le mari, qui pourrait être assez digne de confiance, essuyer sans broncher le blâme général, continuer à me servir secrètement, tandis que publiquement, je ne pourrais que le désavouer. Qui, en effet? C'est toute la question. Vous pourriez, sire, trouver un homme sorti de rien et qui dépendrait entièrement de vous. Un homme qui ne pourrait pas plus exister sans votre appui que s'il était privé d'air et de soleil. Un homme dont l'ambition, le goût de l'intrigue et l'appétit d'argent serait pour vous la meilleure des garanties. Un homme comme toi, par exemple. Exactement, si. Je t'aime bien, Olivier, mais même si je te fais duc aux yeux du monde, tu n'en resteras pas moins manant. Tu en as l'âme, les goûts, les manières, et puis que ça, la réputation. Le comte de Croix peut être un gredin, peu importe, mais il doit être né. Toi, tu es seulement venu au monde. Sire, je supplie votre majesté d'écouter une proposition raisonnable. Parlez, Éminence. Le comté de Croix est placé sous l'autorité ecclésiastique de l'évêché de Liège. Louis de Bourbon, le prince-évêque de cette ville, est le plus noble et le plus respecté des prélats. Je suggère à votre majesté de faire partir les comtesses sous un déguisement accompagné d'une petite escorte. En quelques jours, elles seront à Liège et l'affaire sera réglée. Au profit de qui, Éminence? Au profit de la paix, messire. Car l'évêque fera prendre le voile à la comtesse, et c'est un couvent qui héritera le comté. Le domaine de Croix sera définitivement neutre. Oui, ce n'est pas ce que souhaitait notre cousin de Bourgogne, mais ce n'est pas non plus... Mais ce n'est pas non plus ce que nous espérions aussi. Monsieur le cardinal propose une politique de démission. Une politique d'équilibre, sire. Et de bonne foi. Messieurs, je vous en prie, pas de querelle de langage. Sachez qu'il n'y a qu'une seule politique, celle qui rapporte le plus. Je vais réfléchir à vos propositions. Voilà, doucement, sire écuyer.
Vous avez certes le réflexe rapide, mais si je l'avais voulu, vous étiez un homme mort. Est-ce donc en rêvant qu'on monte la garde en Écosse? Non, sire. Mais j'attendais les consignes et les ordres de votre majesté. Il n'y a qu'une seule consigne, toujours la même. Tuer en cas de trahison. Trahison, sire? Dans un château si bien gardé? La trahison, jeune homme, peut s'introduire par le trou d'une vrille. Elle s'assied à nos banquets, brille dans nos coupes, prend l'habit de nos bouffons, porte la barbe de nos conseillers. La trahison peut être partout. Dans ce cas, sire, comment se garder de la trahison? En soupçonnant tout le monde et en ne se confiant à personne. En frappant l'honnête homme avant qu'il ne devienne un fripon. En rouant, pendant, écartelant tous ceux qui ne sont pas sûrs de leur langue. Comprends-tu cela? Ma foi, sire, je comprends surtout qu'il vaut mieux se tenir écarté de vos affaires. On ne choisit pas toujours, jeune homme. Et pour toi, il est déjà trop tard. Pourquoi donc, sire? Parce que tu m'as fourni des preuves de ton courage et de ton dévouement. Parce qu'un homme aussi seul que le roi de France a parfois besoin d'une oreille amie pour se confier. Sire, je dois monter la garde. Et la consigne m'interdit de parler. Mais non pas d'écouter, Quentin du roi. Assieds-toi. Tu m'as déjà blâmé pour les nombreuses potences qui s'élèvent dans ce pays. Je n'en ai parlé qu'à Maître Pierre. C'est pourquoi Maître Pierre n'a pu te dire ce qu'il en coûte au roi de France chaque fois qu'il entend le cri d'un supplicié. Les ordres terribles que parfois je dois donner attristent mon cœur plus que tu ne saurais le croire. Mais c'est pour maintenir un royaume qui me vient de mes ancêtres. Un héritage très lourd, mais un devoir sacré. Je comprends, sire. Je ne puis te livrer les détails de l'affaire qui m'occupe. Sache seulement qu'il s'agit de l'honneur, de la liberté, de la vie peut-être de deux étrangères que la fatalité a jetées au travers de ma route. La raison d'État me commande de les rendre à celui qui les réclame. Mais mon sentiment de gentilhomme m'incite à les secourir. Parle sans crainte, Quentin du roi. Que me conseilles-tu? J'ai cru comprendre, sire, que la raison d'État s'accommodait de bien des détours. En revanche, devant le danger, l'honneur veut que l'on porte la tête haute et que l'on avance tout droit. Nous sommes compris, Quentin du roi. Grâce à toi, j'y vois plus clair. Et je t'en remercie. Je suis le serviteur de votre majesté. Oh, tu étais bien plus que ça. Plus tard, si Dieu te prête vie, tu pourras dire à tes enfants qu'une nuit, pendant quelques minutes, tu as aidé un pauvre roi désorienté à porter le fardeau de la France. Tenez, monsieur. La nuit est fraîche et je pensais qu'un peu de vin chaud vous ferait du bien.
Qu'est-ce que vous faites dans cette position? Je salue le plus humain, le plus simple, le plus incompris des rois. Oh Bertrand, quelle chance nous avons de servir un tel homme. Buvez pendant que c'est chaud. Sire, tout ce que je dis dans cette boule confirme ce que nous a dit l'horoscope du jeune homme. Tout indique la bravoure. Chacune de ces entreprises porte la marque du succès. Mais la loyauté, compère, la loyauté, c'est plus important que tout. Voyez vous-même, si je dis loyauté, loyauté. La marque du reflet se redresse. C'est maintenant une ligne droite comme une flèche. Qu'indique-t-elle, cette ligne, compère? Elle prouve que le jeune homme sera loyal et fidèle envers tous ceux qui lui seront loyalement et fidèlement attachés. Son âme ne connaît pas de détour. Elle est pure et transparente, comme le cristal de cette boule. C'est bien, c'est très bien, Galeotti. J'ai plus confiance en ta science qu'en les conseils de mes ministres. Par bonheur, les astres ont toujours aidé votre majesté à prendre la bonne décision. Je me méfie de la hâte, mais ce soir, je vous demande un effort, Galeotti. J'ai besoin de savoir l'heure favorable du départ d'une certaine expédition. 6 heures. Serait-ce bien? Pourquoi 6 heures? 6 cierges brûlés ce soir devant l'hôtel Saint-Julien. Pourquoi 6 cierges? Il m'a semblé que c'était un signe. 6 heures? Oui. Pourquoi pas? Regardez. La position de la Lune à l'égard de Saturne et l'ascendant de Jupiter sont une augure de succès. Je le savais, Saint-Julien ne m'a jamais trompé. C'est bizarre. Cette conjonction promet le succès à celui qui décide et fait partir l'expédition. Pourtant, Saturne étant en combustion, elle menace de violence et de danger ceux qui partent. Vous avez bien dit succès pour celui qui fait partir. Succès complet, sire. Mais qu'importe, c'est bien, c'est très bien, Galeotti. Mais j'ai un autre souci. Je vous écoute, sire. Il s'agit d'un homme engagé dans une contestation importante. Il pense arranger cette affaire à l'amiable, dans une entrevue personnelle avec son adversaire. Dans ce cas, 2 hypothèses. Ou bien celui-ci répondra à la confiance par la confiance, ou bien il abusera de l'avantage offert. Il y a un risque à prendre. Un risque énorme. C'est parier sa fortune, sa liberté, sa vie, peut-être sur un coup de dé. C'est pourquoi, Galeotti, j'ai besoin de toute ta science. Je veux connaître le jour propice à l'exécution de ce projet. Je veux savoir sans erreur possible les chances de succès de cette négociation. Et cela vite, très vite. Sire, tout mon art est au service de votre majesté. Dix écus. Pour 10 écus, il voudrait que je change le cours de l'histoire. Sa sainteté le pape est plus généreuse. Elle connaît le juste prix des confidences que vous fait le roi. Sa Majesté parlait à mots couverts. Avez-vous tout entendu? Tout compris, Excellence? Oui, le roi projette d'aller voir le duc de Bourgogne sans armes et sans protection. Il veut traiter seul à seul en dehors des diplomates. C'est-à-dire sans moi. En cas de réussite, la chose est fâcheuse. Mais en cas d'échec, elle est excellente pour votre éminence. Peut-être. Je dois réfléchir. Jusque-là, le roi ne doit prendre aucune décision.
Soyez sans crainte, Éminence. Tant que vous n'aurez pas choisi la ligne à suivre, les astres resteront muets. Arrêtez là, qui vive! Quelqu'un que toutes les sentinelles connaissent et saluent, monsieur. Je ne connais que ma consigne. Et quelle est-elle, cette consigne? On ne passe pas. C'est bien, monsieur. Mais je suis Louis d'Orléans, premier prince du sang. Pensez-vous qu'un tel ordre puisse s'appliquer à un personnage tel que moi? Je l'ignore, monseigneur. Et si je la forçais, cette consigne? Je vous tuerais. Et vous tueriez sans réfléchir le futur gendre du roi. Depuis quand êtes-vous engagé? Depuis hier, monseigneur. Ah, je comprends pourquoi votre instruction a des lacunes. Enfin, admettez, monsieur, que si le roi me fait entrer dans sa famille, ce n'est pas pour me fermer ses appartements. Je vous salue, monsieur. Continuez votre garde. Il n'y a pas trois politiques, ma nièce. Le roi biaise, ergote, tergiverse. Et s'il n'a pas pris ouvertement parti pour nous, c'est qu'il nous considère comme des otages. Comme une simple monnaie d'échange qu'il emploiera au mieux de ses intérêts. Je ne puis le croire, ma tante. Le roi de France ne peut avoir le cœur aussi sec. Hélas, ma pauvre tourterelle. Le roi vous arracherait les plumes pour en tirer dessous. Si l'un est ainsi de tous les grands de ce monde, alors qu'il se partage mon héritage. Qu'il prenne mes biens, ma fortune, mais qu'il me laisse en paix. Ça ne leur suffirait pas. On ne peut prétendre au titre et au domaine de Croix qu'en vous épousant. Mais je refuse de me marier. Mais alors que faire? Eh bien, tout ce qui est en notre pouvoir. Crier, geindre, hurler, faire tant de tapage que l'on nous sorte de cette prison. Et après? Eh bien, après, on verra bien. Nous chercherons refuge ailleurs. En Angleterre, par exemple, ou bien chez le duc de Bretagne. À quoi bon rêver, Isabelle? Jamais le roi de France n'y consentira. Eh bien, dans ce cas, nous nous échapperons. Nous fuirons toutes les deux comme déjà nous sommes partis de Bourgogne. Pauvre petite. Mais cette fois, ce serait sans aide, sans argent, sans même un ami. En voici un, madame. Pour vous, je risquerai ma vie, mon honneur, ma fortune. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez, mon épée tout à votre service. Mais monsieur, qui êtes-vous? Un pauvre diable de prince. Le premier de cette cour, après le roi. Quoi? Le duc d'Orléans? Oui, madame, pour mon malheur. Comment croire? Comment comprendre une offre aussi généreuse? Comment expliquer un tel miracle? De nos jours, madame, les seuls miracles possibles sont ceux que produit l'amour. Dès l'instant où j'ai vu votre nièce, plus rien ni personne n'a compté à mes yeux. Dès la première seconde, j'ai compris. J'ai su quel serait pour moi le visage du bonheur. Oh, madame, sans vous, la vie serait comme un ciel sans étoiles. Et le soleil, un astre froid et mort. Relevez-vous, monsieur. Je ne saurais écouter vos paroles. Oh, les mots sont peu de choses, il est vrai. Mais bientôt, ce sont mes actes qui vous convaincront de ma sincérité. Non, monsieur, en aucun cas. Durant ma vie entière, je vous saurai gré de votre généreuse proposition. Mais nous ne pouvons accepter votre aide, car nous savons les liens qui vous unissent à la princesse Jeanne. Mais madame, je suis comme vous, victime des intrigues et prisonnier de la politique. Le roi de France veut m'imposer cette épouse, tout comme le duc de Bourgogne veut vous marier de force avec le comte de Campobasso. Nos malheurs et nos destins sont semblables. C'est vrai? Non, ma tante. Mais si, madame. Non, vous dis-je. Car contrairement à vous, monsieur, je n'ai donné ma foi à personne. Maintenant, partez, monsieur. Tout est dit. Eh bien, je pars, puisque vous l'exigez. Mais le duc d'Orléans ne peut empêcher son cœur de battre pour vous. Et vous ne pourrez l'empêcher de vous aider. Maintenant, c'est bien fini. Le duc nous proposait notre dernière chance, et l'honneur nous interdit de la saisir. Pas seulement l'honneur, ma tante. Le cœur aussi. Le cœur? Oui. Car pour tout accepter d'un homme, il m'aurait fallu l'aimer. Qui vive? Je n'entre pas, je sors. Soyez sans inquiétude, votre consigne est à sens unique. Pardonnez-moi, monseigneur. Voilà encore une chose que j'ignorais. Dites-moi, monsieur. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés. Certainement, monseigneur. Il y a un quart d'heure à peine. Non, une autre fois. C'est étrange. Par 2 fois, dans les mêmes circonstances, nos chemins se sont croisés. Dites-moi, tout à l'heure, si je ne m'étais pas fait connaître, vous m'auriez tué? Sans doute, monseigneur. Dommage.
va, la journée a été rude, compère. Je ne suis pas fâché d'aller me coucher. Hélas, sire, votre majesté a ce soir une visite. Qu'est-ce encore? Marion, qui est de retour des Flandres. Elle a réussi à établir le lien entre les bourgeois de Liège et Guillaume de la Marque. Ah, ça c'est très important. Fais l'avenir tout de suite. Je connaissais d'avance votre réaction aussi. Vous êtes ici. Je suis aux ordres de votre majesté. On raconte beaucoup de choses sur Guillaume de la Marque. On le dit brutal, cruel, sanguinaire même. Tout cela est vrai, sire. En Flandre, on ne l'appelle plus que le sanglier des Ardennes. Quel est l'état réel de ses forces? Plusieurs centaines d'hommes, principalement des cavaliers. C'est une forte bande très mobile. Elle vit de rapines, de pillages, et obtient par la terreur de multiples complicités. Comment Guillaume a-t-il accueilli mes offres? Tout d'abord avec colère, sire. Vous m'aviez envoyé à lui les mains vides. Et ensuite? Au seul nom de Liège, il s'est calmé. Il est prêt à tout pour se venger du prince-évêque qu'il avait excommunié. Penses-tu que l'on puisse se fier à un pareil furieux? J'hésiterais à l'affirmer, sire. Mais il a auprès de lui son fils, Éric de la Marque. C'est un garçon frêle, maladif, aussi cruel que son père, mais doté d'une forte intelligence. Le sanglier n'entreprend rien sans prendre son avis. Pour la forme, il faut consulter Guillaume, mais en fait, c'est avec Éric qu'il faut négocier. J'ai 2 questions à te poser. Y a-t-il des frontières qui arrêtent Guillaume? Aucune, sire, pourvu qu'il y trouve son intérêt. Je connais certains de tes talents, Marion, et je les apprécie. Aurais-tu celui d'être chambrière? Je serai toujours celle qui vous plaira, sire. Olivier, va réveiller les comtesses et préviens-les avec ménagement qu'elles quitteront le château demain à 5 heures. Réveille aussi le capitaine Cunningham et dis-lui de venir prendre mes instructions. Et maintenant, sire, que dois-je faire? M'écoutez très attentivement, ma fille. Car du succès de cette affaire dépend votre fortune ou votre vie. Jeune homme, il est minuit. Et le roi vient de me faire réveiller. Savez-vous, ficheton, pour qui? Non, capitaine. Pour vous, mon garçon. Vous avez, paraît-il, de tels mérites que Sa Majesté n'a pu attendre l'aube pour vous charger d'une mission. À vos ordres, capitaine. Non, non, mon ami, non. Moi, à minuit, je ne donne pas d'ordre. À minuit, je dors. Je dors ou je transmets. Voici donc les instructions. On vous a désigné, vous, je ne sais pas pourquoi, afin de convoyer jusqu'à Liège, pour une raison que j'ignore, 3 dames dont on me tait les noms. Ces 3 personnes seront placées sous la protection de l'évêque de cette ville, et ce, quelles que soient les embûches et les péripéties du voyage. Voilà. C'est clair? Oui, capitaine. Je pars à Liège, je reviens. C'est ça. Et c'est tout ça, n'est-ce pas? Je pense, capitaine. Morbleu, jeune homme. Ne savez-vous pas que le duc de Bourgogne accuse d'espionnage tous ceux qui se rendent à Liège par la route de France? Ignorez-vous aussi que le chemin est plus bordé de coupe-jarrets que de pâquerettes? Et ne comprenez-vous pas que pour vous, le plat pays de France se couvrira de ravins et de précipices? Je ne sais qu'une chose, capitaine. Le roi m'a fait l'honneur de me confier une mission. Je ferai l'impossible pour la mener à bien. Et si tu te fais tuer, petit imbécile? Ce sera la tête haute et l'épée à la main. Et Corsaire, mauvaise tête, orgueilleux comme son père, et comme moi qui avais m'embrasser mon fils. Tiens, voilà de l'or.
pour le voyage. Et cette lettre contient la liste des endroits où vous pourrez faire halte. Ah, comme escorte, tu n'auras que Bertrand, ton valet d'armes. Et quand partons-nous? Dès l'aube. Tu n'as pas une seconde à perdre. Alors, permettez? Où vas-tu? Mais qui fait, capitaine? Brave petit. Gala! Prêt à partir, Bertrand? Arrête, monsieur. La consigne, c'est d'éviter les villages. As-tu pensé aux vivres? Faites-moi confiance. J'avais carte blanche aux cuisines. J'ai fait charger le ravitaillement d'une compagnie. Nos chevaux sont prêts. Nous réveiller en pleine nuit, nous faire partir à l'aube, par une poterne, comme des servantes que l'on chasse. C'est une insulte supplémentaire, monsieur. Je vous répète, madame, qu'il ne s'agit là que de mesures de sécurité. D'ailleurs, Sa Majesté elle-même a tenu à se lever tôt. Pour s'excuser, peut-être. Pour venir vous saluer avant votre départ. Je sais, mesdames, que vous souhaitiez me voir depuis longtemps. Les affaires, hélas, ne m'en ont pas laissé le loisir. Et je n'ai pas voulu cependant que vous quittiez la France sans emporter le témoignage de mon affection. Sire, son éminence nous a dit que souvent vous avez prié pour nous. Permettez-moi d'en remercier votre majesté. Je comprends que le roi de France n'ait pas trouvé le temps de s'occuper à la fois du salut de nos âmes dans le ciel et de nos intérêts sur cette terre. Ma nièce, sire, a le cœur pieux, mais elle ignore tout de la politique. Elle brûle d'apprendre pourquoi votre majesté l'appelle en France hier. Elle en chasse aujourd'hui. Nous chassons personne, mesdames. Selon la conjoncture, nous tâchons au contraire de vous trouver l'asile le plus sûr. Quand la raison le commande, il faut parfois faire violence à son cœur, n'est-ce pas, monsieur le cardinal? Hélas, oui, madame. Sa Majesté et moi avons longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Il fallait éviter la guerre et sauvegarder vos intérêts. Nous avons, je crois, choisi la meilleure solution. Dans ce cas, nous partons sans regret, sire. Et nous brûlons du désir de nous retrouver au plus vite sous la protection de l'évêque de Liège. Madame, vous êtes injuste. C'est de bon cœur que la France vous a donné l'hospitalité. Elle nous l'a seulement prêtée, éminence. Et aujourd'hui, elle nous la réclame. Nous la lui rendons de bonne grâce. Continuerons de prier pour vous, mesdames. Puisse le Seigneur vous éclairer sur la pureté de nos intentions. Allez, et que Dieu vous protège.